nous allons enchaîner par la deuxième présentation. Donc, Dr Nicolas Bonnet du Centre de recherche Nestlé qui va nous entretenir sur le microbiote intestinal et ses liens avec la santé osseuse. À vous la parole, Dr Bonnet. Merci pour cette belle introduction. Je tiens aussi à remercier vraiment le comité pour m'avoir invité dans un pays extraordinaire et une ville vraiment magnifique. Alors, génial. Donc le rôle de mon invitation aujourd'hui est vraiment de vous donner quelles sont les nouvelles voies de communication entre le microbiote intestinal et de manière générale le tissu musculo-squelettique et plus précisément le tissu osseux. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aime bien donc systématiquement faire un peu d'histoire et rendre hommage en fait à qui étaient les pionniers de cette fonction intestinale comme garant de la santé. Et en fait, lorsqu'on fait un peu de recherche, on s'aperçoit que Hippocrate était le premier à avoir mentionné cela en déclarant « All diseases begin in the gut. The secret to health reside in the gut health ». Et ceci était principalement vrai pour de multiples raisons. Premièrement, parce qu'il y a la digestion et l'absorption donc, de nutriments clés. Deuxièmement, parce qu'il y a l'élimination de nos déchets. Troisièmement, il y a un rôle immunitaire du tissu intestinal avec un rôle de défense. Ensuite, of course, il y a une activité donc, métabolique qui est très intense. Et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, il y a une interaction donc, du tissu intestinal avec l'ensemble des autres tissus, particulièrement avec le cerveau, mais de plus en plus avec le muscle, avec le tissu osseux. Et la dernière information à intégrer, c'est que finalement, lorsqu'on regarde, on fait une évaluation donc, de l'activité génétique que nous avons au sein de notre corps humain, on s'aperçoit que 99% de nos gènes sont bactériens et seulement 1% sont humains. Ce qui veut dire que ces bactéries qui sont présentes ont un rôle. Et quel est leur rôle ? Leur rôle est justement de générer ce microbiote et de générer cette communication interorganes entre le tissu intestinal et aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler du tissu musculo-squelettique. Quels sont les principaux acteurs du microbiote ? Il y en a deux. Bien sûr, il y a les bactéries en elles-mêmes, qu'on peut appeler probiotiques lorsque l'on confère déjà une activité santé bénéfique pour cette bactérie. Et le deuxième élément, c'est les prébiotiques, qui sont tout simplement le substrat que les probiotiques vont manger pour se développer et réaliser leur activité. Comme il y a été mentionné par un des orateurs juste avant, donc, il y a quelque chose qui est très intéressant entre ces prébiotiques et ces probiotiques, c'est qu'ils peuvent interagir entre eux et former un symbiotique. Donc, pour comprendre vraiment que représente un symbiotique, j'ai illustré donc lorsqu'on mélange dans une simple gélule, pilule, un prébiotique qui a une activité donc connue au niveau donc santé, en intégrant et en nourrissant notre microbiome, plus un autre probiotique qui va lui avoir un effet propre, vous pouvez avoir en mangeant cette gélule deux effets santé. Donc 1 + 1 = 2. Lorsqu'on a un effet symbiotique, c'est-à-dire dans la même gélule, vous mettez un prébiotique et un probiotique, mais qui vont interagir ensemble, vous allez bien sûr avoir l'effet propre du prébiotique, l'effet propre du probiotique, mais lorsqu'il va avoir cette interaction, c'est-à-dire on va amplifier l'effet du probiotique par le fait qu'il va être nourri par le prébiotique. Et donc, nous n'avons pas 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3. C'est ce qu'on appelle l'effet symbiotique, l'effet synergistique qu'on peut obtenir à l'aide d'une telle combinaison. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de cette interaction entre le tissu intestinal et le tissu musculo-squelettique, et particulièrement le tissu osseux. Les premières démonstrations donc, reflétant cette communication ont été une démonstration clinique, mais simplement d'association, et on le voit ici sur ce graphique, où en bleu, vous avez l'évolution de la densité minérale osseuse qui augmente pendant la croissance, stagne chez l'adulte, et ensuite diminue avec le vieillissement. Et vous pouvez voir qu'il y a une forte association avec la maturation, ou la diversité microbienne qui est représentée en rouge, qui augmente avec la croissance, stagne chez l'adulte et diminue avec le vieillissement.
Cette interaction entre le tissu microbien et le tissu osseux a particulièrement été étudiée donc, dans la partie vieillissement à cause des diseases du type ostéoporose et sarcopénie. Et simplement, je vous représente une étude qui a bien montré que chez des sujets ostéoporotiques, on a une diminution de la diversité microbienne et on a pu identifier quelles sont les bonnes bactéries qui sont donc affectées par la maladie et quelles sont les mauvaises bactéries qui sont augmentées par la maladie et amplifient l'effet. Mais de manière assez contre-intuitive, vous pouvez voir donc dans cette association que l'interaction entre le tissu osseux et le microbiote est beaucoup plus intense dans la phase de croissance que dans la phase de vieillissement, mais malgré cela, elle est mal étudiée. C'est pour ça qu'on s'est intéressé particulièrement à cette communication à cet âge-là. La deuxième démonstration donc, de la communication entre microbiote et tissu osseux, qui est la plus importante, c'est la démonstration de la causalité de l'effet. Et cette démonstration de la causalité, elle a été principalement faite en préclinique sur des rongeurs, en réalisant 2 phases expérimentales. La première, c'est d'induire la maladie, en réalisant par exemple une ovariectomie. Et donc, il y a un développement de la perte osseuse chez ces souris. Et on a observé donc une diminution donc, de la perméabilité intestinale, une augmentation de l'inflammation intestinale, mais particulièrement une modification de la sécrétion des métabolites que mon collègue tout à l'heure vous parlait, et particulièrement je pense que vous avez déjà entendu de ces fameux short chain fatty acids qui étaient modifiés. La deuxième partie expérimentale qui est la plus importante, c'est que lorsqu'on réalise une transplantation fécale chez ces souris malades, une transplantation fécale d'une souris saine, on a pu constater qu'il y avait une restauration de la perméabilité intestinale, une diminution de l'inflammation, et particulièrement on restaurait la diversité des bactéries et restaurait les métabolites qui étaient sécrétés par ces bactéries, avec une restauration donc très importante donc, du statut des cellules osseuses, ostéoblastes pour la formation et ostéoclastes pour la résorption. Quels sont les mécanismes d'action qui interagissent entre l'intestin et le tissu musculo-squelettique? Principalement, il y en a 4. Le premier, c'est celui que je viens de vous mentionner, qui est la production donc, de ces métabolites microbiens, et entre autres ces fameux short chain fatty acids, pour lequel il a été démontré qu'ils vont agir sur les cellules osseuses, particulièrement activer les voies anaboliques au niveau des ostéoblastes, les cellules qui réalisent la formation, et diminuer l'inflammation au niveau des ostéoclastes qui réalisent la résorption osseuse. Au niveau musculaire, même chose, il a été démontré que ces métabolites ont une capacité de stimuler l'activité des mitochondries, qui sont bien sûr le garant de l'énergie au niveau de votre fonction musculaire. Le deuxième mécanisme d'action, c'est une modification donc, du pH, qui va entraîner une modification de l'absorption des micronutriments clés, comme par exemple le calcium pour le tissu osseux ou le magnésium pour le muscle. Le troisième mécanisme d'action, c'est la sécrétion d'hormones intestinaux, telles que la gréline ou la GLP-1, qui sont donc connus pour modifier donc, le statut musculaire et aussi le statut osseux. Et enfin, le quatrième mécanisme d'action, c'est une modification donc, de l'activité des cellules T, c'est-à-dire des cellules inflammatoires, et qui vont engendrer une modification donc, de différents cytokines inflammatoires qui vont moduler à la fois la résorption osseuse et l'activité musculaire. Lorsqu'on s'intéresse à ce sujet, qu'on réalise une revue de littérature, clinique cette fois-ci pour voir s'il y a une démonstration de la causalité, on voit qu'il y a très peu d'études sur les probiotiques et prébiotiques sur le tissu musculo-squelettique et je vais particulièrement vous en mentionner 2. La première a testé l'efficacité d'un probiotique qu'on appelle le L-Reuteri chez les femmes post-ménopausées et ils ont pu démontrer après 1 an de supplémentation qu'effectivement il y avait une prévention donc, de la perte osseuse chez les sujets qui recevaient ce probiotique. La deuxième étude, on choisit donc de donner un prébiotique, et particulièrement donc le GOS, le galacto-oligosaccharide, et c'est une étude qui a été menée chez des adolescents, pour lequel il a été démontré que ce GOS a la capacité en moins de 3 semaines d'augmenter l'absorption du calcium, minéral clé pour augmenter la densité minérale osseuse et avoir un effet bénéfique sur la résistance du tissu osseux. De manière assez intéressante, si on fait cette même revue de littérature en préclinique, là, il y a beaucoup plus d'informations.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le L-reuteri comme probiotique qui démontre une efficacité, mais il y a d'autres bactéries que vous avez certainement entendu parler, telles que B. subtilis, L. rhamnosus, B. lactis ou B. infantis. Et au niveau des prébiotiques, même chose, il n'y a pas uniquement le GOS, mais il y a le FOS, il y a l'inuline, il y a les HMO, qui ont démontré une certaine efficacité sur le tissu musculo-squelettique. Même chose, lorsqu'on combine ces probiotiques et ces prébiotiques, c'est-à-dire qu'on a un symbiotique, il y a des études précliniques qui démontrent l'efficacité au niveau de la production donc, des métabolites bactériens et jusqu'au health benefit, c'est-à-dire une augmentation du tissu osseux. Mais il est très clair qu'il y a une absence d'évidence clinique sur l'effet d'un symbiotique sur le tissu musculo-squelettique. À Nestlé, alors, nous avons décidé de lancer le pas et d'essayer de générer un proof of concept d'un symbiotique avec particulièrement la combinaison donc, du probiotique et du prébiotique pour lequel il y avait le plus d'évidence scientifique, qui sont le L-reuteri et le GOS. Et nous avons fait donc une étude préclinique où, pour faire une longue histoire, un résultat très court, nous avons généré dans un bioréacteur qui simule en fait la digestion intestinale la combinaison de ce L-reuteri et de ce GOS avec un environnement microbien qui correspond en fait à un enfant, mais également aussi à un petit enfant, c'est-à-dire le toddler, jusqu'à l'âge de 5 ans. Et nous avons donc récupéré l'ensemble de ces substrats et réalisé une analyse multiomique pour caractériser l'ensemble des métabolites bactériens qui étaient synthétisés. Et nous avons pu démontrer qu'il y avait une augmentation de plus de 200% de l'ensemble des short chain fatty acids, mais plus important encore, il y avait une sécrétion donc avec un ratio spécifique des short chain fatty acids les plus importants que sont le butyrate, le propionate et l'acétate. Pour démontrer l'efficacité de ce cocktail de métabolites, nous avons testé ces métabolites sur des cellules osseuses et musculaires, et ici vous avez les résultats uniquement sur les cellules osseuses, sur la formation osseuse, et nous avons pu démontrer que ce cocktail augmente de manière significative la formation osseuse avec des marqueurs que vous connaissez tels que l'ostéocalcine ou l'alcaline phosphatase. Nous avons ensuite fait une autre revue de littérature pour savoir à quel âge il y aurait une sensibilité accrue à l'intégration d'un symbiotique. Et comme vous pouvez le voir, intégrant à la fois deux informations importantes dans le développement du tissu osseux, c'est-à-dire la longueur, la croissance qui va déterminer la taille, mais également sa qualité qui va déterminer sa résistance osseuse. Et comme vous pouvez voir sur ce graphique, la période la plus sensible, c'est la période donc, que nous avons appelée celle de la petite enfance, âgée entre 1 et 5 ans, où il y a une activité de la plaque de croissance qui est intense, et là où il y a une activité de la minéralisation osseuse qui est vraiment exponentielle. Nous nous sommes donc lancés dans une étude clinique randomisée contrôlée placebo, pour lequel nous avons testé un lait de croissance qui était enrichi avec ce symbiotique L-reuteri et GOS. Chez des sujets âgés de 2 à 3 ans, nous avons mené cette étude aux Philippines. Et comme vous pouvez le voir, il y a 3 bras. Un bras avec notre lait de croissance enrichi en symbiotique et en vitamine D. Un bras contrôle qui correspondait en fait à un lait de vache enrichi, fortifié. Et nous avons gardé aussi un bras que nous avons appelé Habitual Diet, où nous avons laissé les enfants faire leur consommation classique du quotidien. Ils recevaient ces laits de croissance avec 2 servings par jour. L'intervention a duré pendant 6 mois. Et nous avons fait donc, aussi bien donc, au début de l'étude, au bout de 3 mois et à la fin, 6 mois, une collection de sang, de fesses, pour avoir cette analyse donc, des microbial métabolites et de quelles bactéries étaient amplifiées. Et au niveau du health benefit d'intérêt, c'était le tissu osseux, évalué par ultrason pour la mesure de la qualité osseuse, et également la force musculaire, évaluée par un NGRIP. Le primary outcome de notre étude était la qualité osseuse mesurée au site du tibia. Nous avons, au bout de 6 mois, eu le plaisir de voir un résultat positif sur le primary outcome, comme vous pouvez le voir ici. Le lait de croissance enrichi avec le symbiotique avait une augmentation de la qualité du tibia significativement plus important au bras contrôle,
qui était expliquée par une augmentation du remodelage osseux, principalement du remodelage de la formation osseuse, avec une augmentation donc du marqueur qui était P1NP. Plus important encore, lorsqu'on réalise une analyse longitudinale, cette différence significative, nous avons pu démontrer qu'elle existe déjà après simplement 3 mois d'intake de ce lait de croissance. Concernant la force musculaire, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une augmentation significative de la force musculaire mesurée par le N-grip avec le lait de croissance comparativement au groupe contrôle et également au groupe nommé Habitual Diet. De manière très intéressante, nous avons pu démontrer qu'il y a une association significative entre l'augmentation de la force musculaire et l'augmentation de la qualité osseuse, mais ceci était déjà décrit dans la littérature, mais toujours agréable de retrouver ces informations-là dans une étude clinique. Concernant la vitamine D, puisque nous avions enrichi ce lait de croissance en vitamine D, vous pouvez voir qu'au bout de 6 mois, nous retrouvons cette augmentation de la vitamine D dans le sang. Comparativement au groupe contrôle, il n'y a pas d'augmentation significative de la vitamine D. Et information encore plus importante, comme vous pouvez le voir dans le groupe Habitual Diet ou dans le groupe contrôle, il n'y a aucune modification du pourcentage d'enfants qui étaient totalement déficients, donc ici, ou qui présentaient une insuffisance, donc ici. En revanche, dans les sujets ayant reçu le lait de croissance, vous pouvez voir qu'on a une abolition totale des sujets qui étaient déficients à baseline en vitamine D, et on a une réduction de 50% de l'insuffisance en vitamine D. Malheureusement, dans cette étude, nous n'avons pas pu démontrer d'association significative entre les taux de vitamine D mesurés dans le sang et la qualité osseuse, ce qui ne veut pas dire que la vitamine D n'a aucun effet sur le tissu osseux, mais ce qui veut dire que notre lait de croissance, son effet sur la qualité osseuse, elle n'est pas médiée par l'augmentation donc, de la vitamine D. Comme vous avez pu le voir, notre lait de croissance présentant une certaine composition lipidique, nous avons voulu regarder si cette composition lipidique expliquait l'effet sur la qualité osseuse, et nous avons mesuré les acides gras dits de savon, qui sont connus pour capter les minéraux et empêcher en fait l'absorption de ces minéraux. Et on peut voir que notre lait de croissance diminue de manière significative ces acides gras de savon, mais en revanche, on n'a aucune modification de l'excrétion de calcium et aucune association significative entre les taux de calcium et la qualité osseuse dans notre étude. Pour finir, bien sûr, nous sommes intéressés au microbiote, et la première chose que nous avons réalisée, c'est d'évaluer la composition de ce microbiote. Nous avons d'abord vérifié s'il y avait donc chez les sujets recevant notre lait une expansion, ce que nous appelons en anglais un engraftment de L. reuteri au niveau de l'intestin. Et vous pouvez voir assez facilement que dès 3 mois d'intervention, on a une augmentation significative de l'expansion de L. reuteri versus le groupe contrôle ou Habitual Diet, qui est bien sûr maintenu à 6 mois. Encore plus important, lorsqu'on fait une évaluation de la diversité des bactéries qui sont exprimées, on voit qu'on a une augmentation donc significative de la diversité du microbiote dans notre groupe expérimental, comparativement à la fois au groupe contrôle et à la fois au groupe Habitual Diet. Et cette augmentation de la diversité, elle était principalement expliquée bien sûr par l'augmentation du L. reuteri, mais également par l'augmentation d'autres bactéries telles que d'autres bifidobactériums bien connus pour agir sur le tissu osseux, tels que les bifidobactériums brevets ou Catenuculatum ou Pseudocatenuculatum, bien connus dans la littérature pour stimuler la formation osseuse. Comme dernière analyse, nous avons voulu démontrer scientifiquement la médiation entre l'intake de notre blinde, la modification des bactéries qui se développent dans l'intestin, la production des métabolites par ces bactéries et bien sûr l'effet souhaité, c'est-à-dire une augmentation de la force musculaire et une augmentation de la qualité osseuse. Vous pouvez voir sur cette heatmap que la conclusion en fait, de ce résultat, nous avons pu identifier 15 métabolites qui étaient associés à la fois à une augmentation de certaines bactéries et à la fois une augmentation donc, de la qualité et de la force musculaire. Sur ce graphique, je voulais vous illustrer simplement les 3 principaux métabolites clés qui stimulent le tissu osseux et le tissu musculaire. C'est le pipiculonique acide, l'indole 3-carboxyaldéhyde et la lysine qui étaient significativement
augmenté dans notre lait de croissance enrichi en symbiotique et également significativement associé à la qualité osseuse mesurée au tibia comme primary outcome, mais également mesurée au radius, qui a permis de confirmer ce côté systémique de l'action de ces métabolites. Donc j'arrive à la fin de ma présentation. Donc pour conclure, un lait de croissance enrichi en un symbiotique contenant du GOS et du Leurutérie présente une supériorité versus un lait de croissance standard pour supporter le développement osseux et musculaire. Le lait de croissance enrichi en symbiotique corrige la carence en vitamine D, une réduction de l'insuffisance de 50%. La vitamine D et la composante lipidique de notre lait de croissance n'expliquent pas la supériorité que nous avons pu observer au niveau de la qualité du tissu osseux. Et enfin, le lait de croissance donc enrichi en ce symbiotique module la diversité du microbiome. Particulièrement, il entraîne une expulsion, bien sûr, de L. reuteri, mais également d'autres bifidobactériums. Et ceci est clairement associé à une production donc, de métabolites clés, bien sûr que sont les short-chain fatty acids, comme on l'a montré dans l'étude in vitro préclinique, mais également d'autres métabolites clés moins connus, tels que le piperacillinique acide, et qui sont reconnus pour supporter la force musculaire et la résistance osseuse. Je tiens à remercier l'ensemble, bien sûr, de mes collaborateurs et vous remercier pour votre attention. Merci, Dr Bonnet, pour cette belle mise au point. On voit finalement que le microbiote, il est partout. Et donc, les liens avec l'os, la santé osseuse, le développement de l'os, se clarifient peut-être de plus en plus. Et donc, on aura peut-être aussi à moduler ce microbiote pour espérer avoir un impact encore plus positif, on va dire, sur l'os, à côté, bien sûr, de tous les nutriments nécessaires, bien sûr, pour le développement osseux. Alors là, on aura peut-être le temps pour une, deux questions, s'il y a des questions dans la salle. Alors sinon, au-delà de l'âge pédiatrique, c'est-à-dire là où le remodelage osseux est quand même très actif, alors chez l'adulte ou l'adolescent, quand il termine en ossification, on va dire, osseuse, est-ce qu'on peut justement espérer avoir aussi un impact indirect via le microbiote sur la qualité de l'os ou le maintien d'une densité minérale osseuse parfaite, on va dire? Alors ce concept-là, effectivement, on l'a démontré dans la petite enfance. Et maintenant, en fait, on est en train de le transférer dans la partie, ce que nous appelons healthy longevity ou aging, particulièrement chez les femmes post-ménopausées. On a pu démontrer également que ce ne sont pas les mêmes bactéries qui sont modifiées en comparaison à la petite enfance. Donc le concept en lui-même d'un symbiotique, oui, mais pas avec les mêmes bactéries et pas avec le même prébiotique. Je peux juste... Merci tout d'abord pour votre présentation, très, très, très intéressante, je ne connaissais pas. Juste une question, en Suisse, puisque vous habitez en Suisse, quel est le taux d'utilisation du lait de croissance? Combien de pourcentage d'enfants utilisent le lait de croissance? Alors, ce pourcentage est autour des 40-45%. C'est pas mal. Ce qui est pas si mal. Et en fait, comme vous avez pu le voir, la démonstration de ce concept-là, on l'a fait particulièrement... On ne l'a pas fait en Suisse, on l'a fait aux Philippines, parce que c'est une zone où justement il y a un besoin d'une expansion de l'intake du lait de croissance. Professeur Abkari. Juste pour dire qu'en France, malheureusement, on veut retirer, on veut abroger les décrets qui régissent la composition des laits de croissance, et c'est encore une nouvelle bêtise, d'autant plus que l'ESGAN considère que le lait de croissance est inutile. Une bêtise de plus de l'ESGAN. Juste une petite question par rapport à l'action exacte des métabolites. Je parle des acides gras à chaîne courte. On sait très bien que dans l'immunité, l'interaction du microbiote immunité, que ça passe par la moelle osseuse. Mais ici, c'est par quelle voie? Et plus exactement, quel acide gras à chaîne courte? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, comme j'ai pu le montrer au début, ce qu'on détermine, et on ne souhaite pas, il n'y a pas de métabolite miracle, c'est-à-dire ce n'est pas un métabolite qui va tout faire, c'est un ensemble de cocktails de métabolites qui sont là. Et donc dans ces métabolites liés aux acides gras,
Principalement, on a identifié 3 métabolites qui sont clés, qui sont le butyrate, le propionate et l'acétate. Et l'effet dominant, il est clair, vient principalement de l'acétate. Sur la partie anabolique, c'est-à-dire vraiment stimuler les cellules osseuses, les ostéoblastes. Par contre, le métabolite clé pour diminuer la résorption osseuse vient plutôt du butyrate, qui va lui avoir une action plutôt indirecte en générant, en modulant toutes les cytokines inflammatoires. Et ça, l'action donc inflammatoire, anti-inflammatoire du butyrate est vraiment assez bien détaillée dans ce que nous appelons l'ostéo-immunologie. Et le fait de voir le composé indole élevé ne fait pas allusion au propionate? Alors, c'est une bonne indication. L'indole 3-carboxyaldéhyde, il y a plein d'indoles différents, c'est un métabolite microbien qui provient non pas uniquement de la fermentation des fibres, mais vraiment provient de la fermentation de protéines. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a déjà 10 ans, vous entendez vraiment l'importance des prébiotiques à travers les fibres. Et vous allez entendre de plus en plus de l'importance de la partie protéique en tant que prébiotique. Et c'est ce que nous avons donc vraiment identifié là. Et il y a une publication donc, qui a été soumise dans le JAMA pour déterminer et mettre en avant pas uniquement la partie fibre en tant que prébiotique, mais vraiment protéique. Merci. Donc, je suis obligé d'arrêter cette discussion. C'est la fin de ce symposium Nestlé que je remercie. Je remercie les 2 orateurs et les modérateurs. Avant de donner les trophées aux différents orateurs, aux modérateurs, il y a une information à vous passer. De Sa Majesté le roi Mohamed VI, la Société marocaine de lutte contre les maladies infectieuses vous invite à un rendez-vous scientifique incontournable. Le 23e congrès SMALMI, un événement d'exception, se tiendra le samedi 19 avril 2025 à l'hôtel Kenzi Menara Palace, au cœur de la magnifique ville de Marrakech. Cette année, le thème au centre des débats, innovation et défis actuels en infectiologie. Un espace unique pour échanger, apprendre et repousser les limites de la recherche et de la prévention. Des experts de renom, des conférences enrichissantes et des solutions concrètes pour relever les défis de demain. Ne manquez pas cet événement scientifique majeur. Rejoignez-nous pour façonner ensemble l'avenir de l'infectiologie. SMALMI, unis pour une santé meilleure. Donc c'est la transition pour la session prochaine de l'infectiologie. Mais avant ça, donc la remise des trophées pour nos invités. J'appelle professeur Avid, Saïd Afif et professeur Bouharou pour la prochaine session de la rougeole.